Bonjour les gens, mais pourquoi je fais ça? Je sais pas comment commencer. Salut les gens, aujourd'hui on va parler de plans de cinéma. Alors, les plans c'est un truc qui m'a toujours fasciné, le rapport à la composition de l'image, ce qui dit une image, tout ça. En même temps, si vous suivez un petit peu la chaîne, vous le savez. Et en ce moment d'ailleurs, je suis en train de bosser sur un projet plus ou moins secret qui concerne les plans de cinéma. Alors je vous en reparlerai quand il y aura une activité pour le projet, quand ça se concrétisera. Mot qu'on triple. Justement, en bossant sur ce projet, j'ai eu envie de vous parler d'un type particulier de plans, en fait, qui sont les plans what the fuck. Les plans WTF, dans le jargon. Alors, qu'est-ce que j'entends par plan what the fuck? C'est des plans qui sont pas uniquement, par exemple, des plans juste complètement psychés, barrés, qui font dire what the fuck? C'est surprenant, c'est pas ce genre de plan. C'est pas non plus les plans tout pourris qui sont dans pas mal de films, parce que la plupart des plans tout pourris, on peut expliquer pourquoi ils sont là. Par exemple, avec des effets spéciaux complètement nuls qui sont dans des films, on peut imaginer qu'il y a eu des problèmes de production derrière, ils ont été pris par le temps, ils n'ont pas eu le temps de filmer tel ou tel plan, ou ils sont pas satisfaits de l'angle. Il y a un département d'effets spéciaux qui a été mis sur le coup, mais c'est Jean-Michel le stagiaire qui a bossé dessus, et finalement ils n'ont pas eu un truc bien, et les producteurs ont fait pression pour qu'ils mettent le plan dans le film, parce qu'il faut rentabiliser les trucs, et il faut payer le département. Enfin bref. C'est pas ce genre de plan non plus. Ce que j'appelle les plans what the fuck, en fait, c'est les plans dont, enfin en tout cas personnellement, je comprends pas ce qu'ils foutent dans un film. Je ne me l'explique pas. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, ça veut pas dire que c'est des plans mauvais ou des plans vraiment dont j'estime qu'ils ne devraient pas être là. Mais techniquement, que ce soit en bien ou en mal, je ne comprends pas ce qu'ils foutent là. Et bizarrement, en listant ces plans, je me suis rendu compte qu'il y en a pas tant que ça. J'en ai listé 3 là, pour vous donner vraiment une idée et vous parler de ce type particulier de plan. Et comme je ne me l'explique pas, en fait, c'est aussi pour vous demander ce que vous pensez de ces plans. Comment vous voulez s'expliquer, vous? Quelle est votre théorie sur la question? Donc je vais commencer par le tout premier plan, qui est un de mes plus grands mystères cinématographiques de ma vie. Je sais pas si vous vous souvenez de la fin de Silent Hill de Christophe Gans qui est sorti en 2006. Je vais vous faire la fin rapidement, donc si vous n'avez pas vu le film, vous voulez pas être spoilé, hein, sautez un peu plus loin dans la vidéo ou allez vous faire un P, je ne sais pas. À la fin, en fait, le personnage de Rose revient avec sa fille, ou c'est celle qu'elle croit être sa fille. Elle sort de Silent Hill, elle pense être sortie de Silent Hill, mais en fait elle est restée dans le monde de Silent Hill, qui est toujours sous cette pluie de cendres. Elle rentre chez elle, dans cette brume blanche, comme si elle était ailleurs, un petit peu zombifiée presque, avec un regard vide. Son mari, Sean Bean, est resté à la maison, et lui il est dans le monde réel. Donc quelque part, il sent leur présence, il les a cherchés pendant tout le film, donc il est un petit peu aux abois. Et à ce tout dernier plan, en fait, où il va aller à la porte d'entrée de la maison, qui est ouverte. Donc il se dit, mais est-ce que c'est Rose qui l'a ouverte? Et il y a ce tout dernier plan, en fait, qui commence sur Sean Bean de loin, qui regarde dehors, comme s'il cherchait sa femme et son enfant. Et la caméra, travelling, et ça se termine sur ce buisson sous la pluie. Pourquoi? Pourquoi terminer sur un buisson? Et c'est pas gratuit. Pour faire un travelling, ça demande une logistique sur un tournage. Christophe Gans a dit aux gens, je veux un travelling qui part de Sean Bean, qui va sur ce buisson, qui se termine sur ce buisson. Vous restez sur ce buisson pendant 20 secondes pour que je puisse faire un fondu au noir et passer au générique. Il y a eu une dimension réfléchie. Il a voulu dire quelque chose par là. On fait pas un truc gratuitement comme ça. Et Christophe Gans, c'est pas le genre à faire un truc juste pour faire « Hey, je termine sur un buisson, démerdez-vous avec ça ». Mais oui, mais tu peux faire des trucs si tu veux faire du faux mystère qui soit bien plus explicite dans le faux mystère, qui donne bien plus des pistes à l'imagination. Tandis que là, ce buisson, pourquoi? Pourquoi un buisson? Est-ce qu'il y a un côté très organique dans ce buisson avec la pluie qui tombe, il y a un côté très feuilles qui sont là, on a envie de toucher les feuilles, c'est un peu comme dans la communauté de l'anneau. Peut-être que c'est pour contrebalancer avec le côté irréel de Silent Hill, montrer qu'on est vraiment dans le monde réel. Peut-être qu'il y a une référence au buisson ardent, des récits bibliques, avec l'apparition de Dieu, sauf qu'il n'est pas du tout ardent, là, le buisson, vu qu'il y a de la pluie qui tombe dessus, et que justement c'est pour montrer l'absence de Dieu, je sais pas, le côté perdu des personnages à tout jamais. Ce qui est appuyé par la musique, là, qui commence, la musique de Silent Hill, qui fait la 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 la, avec le côté très tragique, je sais pas. Ce plan, je ne me l'explique pas. Quelle est votre explication dessus? C'est très bizarre. J'ai pas d'autre théorie en fait dessus. Je pourrais trouver tous les trucs les plus tirés par les cheveux, mais c'est un fort beau buisson en même temps, hein, je suis d'accord, mais je le filmerais bien moi-même, mais il faut que ça dise quelque chose, et là je ne sais pas ce que ça dit. Et dans toutes les interviews de Christophe Gans que j'ai trouvées, il ne parle pas de ce buisson. Il n'y a personne qui lui a posé la question de ce buisson. Peut-être qu'il voulait draguer la chef décoratrice qui a installé le buisson. Christophe Gans, si vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, expliquez-nous ce buisson. J'aimerais beaucoup. J'adore Silent Hill, mais je veux savoir pour ce buisson. Ou peut-être que j'ai pas envie de savoir, parce que si c'est une explication trop pourrie, très terre à terre, ça va me gâcher le film. Ne faites pas ça. Le deuxième plan dont je vais vous parler, ça se passe dans Le Syndrome de Stendhal de Dario Argento, qui est un film sorti en 1996, et qui est pour beaucoup de gens, dont moi, le dernier bon film d'Argento. Alors pas le dernier grand film, pas au sens grand de ce qu'il a fait à la jonction des années 70-80, mais le dernier bon film. C'était un film avec plein de bonnes idées. C'est l'histoire en fait d'une inspectrice jouée par Asia Argento qui enquête sur des meurtres
par un serial killer qui va aller à Florence pour enquêter sur ces meurtres. Et le film commence, elle va dans un musée, et en fait elle va faire l'expérience de ce qu'on appelle le syndrome de Stendhal, ce qui signifie en fait ce vertige, cette transe qui s'empare de certaines personnes face à des œuvres d'art qui vont te coller vraiment le vertige, quoi, le vertige artistique, le vertige existentiel. Et elle va faire un malaise en fait au milieu de ces œuvres d'art. Ensuite, toute l'intrigue va s'embrancher autour de ça. À la 13e minute du film, donc c'est vraiment au tout début, elle va prendre des cachets parce qu'elle se sent pas très bien. Et il y a ce plan de vision subjective dans l'œsophage. Apparemment, c'est vraiment un des premiers films italiens qui a utilisé les CGI à ce niveau. Ils ont fait un plan vraiment assez pourri, vraiment grand guignolesque, de l'œsophage avec la pilule fait qui tombe. On dirait vraiment une cinématique de jeu vidéo bizarre, un jeu où le concept c'est de tirer sur des pilules qui tombent dans un œsophage, je ne sais pas. Mais je comprends pas ce plan. Alors c'est pas le seul, juste après il y a un autre plan de la pilule dans le corps. Je ne m'explique pas. Il y a d'autres trucs à un moment dans le film où on voit pas forcément l'intérieur du corps, mais il y a des plans qui ont été utilisés pour le CGI, notamment une nana qui se fait tirer au pistolet à travers la joue. Et il y a vraiment ce côté, la balle qui passe à l'intérieur au ralenti, on voit l'intérieur de la bouche. Donc là, sur le côté destruction du corps et sur le côté très giallo expressionniste, on va dire, de la scène, je comprends la démarche de Argento. Mais sur le plan de la pilule dans le corps, je ne comprends pas. C'est pas comme si ce plan était nécessaire à la narration, qu'ils avaient dû le faire, et finalement ils s'étaient retrouvés avec un plan pas terrible, mais ils sont obligés d'intégrer au film parce que sinon on ne va pas comprendre ce qui se passe. Là, il y a une démarche d'Argento qui a fait « Je voudrais un plan de la pilule qui tombe dans l'œsophage, s'il vous plaît. » Pourquoi? Peut-être que c'est pour montrer l'aliénation de Argento, son rapport au corps qui est un peu particulier, parce qu'elle ne sait plus quelle est vraiment sa réalité, donc la sensation de la pilule qui tombe dans son corps. Je sais pas, il y avait un milliard d'autres manières de montrer ça, et là on se retrouve avec un plan juste qui est moche, mal vieilli, je pense au moment même où il a été créé, il avait déjà mal vieilli. Je vois pas. Je ne vois pas. Et le dernier plan dont je voudrais vous parler se trouve dans Halloween de John Carpenter, sorti en 78. En fait, vous connaissez tous l'idée, voilà, Michael Myers, c'est ce que Carpenter appelle The Shape. C'est le tueur, en fait, masqué, qui avance à 2 à l'heure et qui est plus un concept qu'un être humain en fait. C'est The Shape au sens où Michael Myers pourrait être n'importe qui, il pourrait y avoir n'importe qui derrière ce masque. Alors on sait que c'est le frère de Laurie Strode, on le voit dans l'intro du film en tant qu'enfant vraiment démasqué, on voit la personne commettre son premier crime, donc il y a une manière d'humaniser le personnage qui se trouve derrière le masque, mais ça c'est juste à l'origine. Dès lors qu'il grandit vraiment, qu'il sort des radars, qu'il revêt son masque et qu'il revient, il devient The Shape. Pour Carpenter, c'est une quintessence du mal en fait, c'est plus une personne, c'est un concept abstrait. Et à partir de là, dans la dernière scène du film, il y a Laurie Strode qui se débat avec lui, notamment, et dans le feu de l'action, elle va lui arracher son masque. Alors ils sont dans une sorte de pénombre, on voit pas très bien. Michael Myers, surpris, recule, vraiment, on voit pas à quoi il ressemble, et il revient dans la lumière. Et là, il y a ce plan juste où on voit Michael Myers qui a un air hébété et qui remet son masque. Pourquoi? Pourquoi, si tout le concept de Halloween pour Carpenter, c'est de déshumaniser en fait la figure de Michael Myers et d'en faire un concept, pourquoi montrer ce plan? Je comprends pas. Bien sûr, c'était ensuite fait par Rob Zombie dans ses 2 Halloween, c'est son remake et la suite de son remake, mais là, il n'était plus dans la même démarche que Carpenter. Et explicitement, il voulait vraiment humaniser Michael Myers, c'était juste un traitement différent, mais dans le cadre de la démarche de Carpenter, il n'y a rien qui justifie ça. Et notamment, le fait que dans le 2e Halloween, qui prend la suite directe, qui n'est pas réalisé par Carpenter, mais qui est produit et scénarisé et tout ça, il a vraiment chapeauté le truc, ça prend la suite directe du premier, et au début d'Halloween 2, en fait, il y a une scène qui résume ce qui se passait à la fin de Halloween 1, et cette même scène est remontrée, sauf qu'au moment où Michael Myers va re-rentrer dans la lumière pour remettre son masque, il y a un cut qui se fait là. Elle est montée très légèrement différemment, et c'est comme s'il s'était dit « Ah merde, ouais, il y a eu on n'aurait pas dû faire ça », et finalement, juste pour la mythologie, on va dire, de la série à partir du 2 et ce qui va se créer, on va juste ne pas montrer qui c'est réellement, quoi. Donc, je peux à moitié m'expliquer ce plan, dans la mesure où Carpenter peut-être n'était pas sûr à 100% de ce qu'il faisait, et que peut-être que c'est un plan qu'il regrette, vraiment d'avoir calé dans le film. L'intro du 2 vraiment m'indique que c'est le cas, mais pour quelqu'un aussi précis que Carpenter, ça m'étonne beaucoup, et encore une fois, comme pour Christophe Gans, je suis surpris que personne ne lui en parlait en interview. Ou alors c'est des interviews sur lesquelles que je n'ai pas trouvé, mais toutes mes recherches autour de ça n'ont rien donné. Voilà pour les 3 plans what the fuck dont je voulais vous parler, pour vous donner un exemple de ce type de plan dont je suis friand. Je serais très curieux de savoir si vous avez des plans what the fuck de votre côté. Vraiment des plans what the fuck au sens où je les ai définis en début de vidéo. Vraiment pas juste des plans pourris ou des plans perchés. Des plans what the fuck au sens pourquoi? Voilà pour cette thématique, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à en débattre dans les commentaires, encore une fois, à donner vos propres plans what the fuck. Et tout simplement, je vous dis à très bientôt. Ciao!